Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Topo RH. Le recrutement est un sujet de préoccupation pour toutes les entreprises. Cet univers passionnant a énormément évolué en une décennie. Depuis quelques années, il ne s'agit plus uniquement d'avoir des candidatures, mais surtout des candidatures en phase avec le besoin. Trouver les bonnes ressources au bon moment est un enjeu capital pour accompagner le développement des entreprises. Vous écoutez Topo RH, le podcast qui décrypte les décisions RH pour élever le potentiel humain dans les entreprises. Je suis Namia Ben Mansour-Herpin, consultante et coach. J'accompagne les entreprises dans le développement de leurs talents. Pour parler de cette thématique, j'ai la joie d'accueillir Géraldine Carbone qui va nous faire profiter de ses 20 années d'expérience dans le recrutement. Aujourd'hui, Géraldine est directrice recrutement, attractivité, marque employeur au sein de RATP Group. Précédemment, elle a occupé des fonctions similaires chez Octo et Vestiaire Collective après avoir fait ses armes en cabinet de recrutement chez Lincoln et Blue Search. Géraldine, bonjour. Bonjour Namia, ravie de te voir et merci pour cette invitation. Je suis ravie de te retrouver. Nous avons partagé quelques années ensemble chez Lincoln. D'ailleurs, pour revenir à ton parcours, Géraldine, quel regard tu portes sur ces années dans des environnements variés ? Finalement, c'est à la fois une colonne vertébrale qui reste la même autour du recrutement, donc des sujets qui sont similaires, mais dans des contextes à chaque fois très différents, et du coup avec des problématiques d'attractivité, et comme tu l'évoquais en intro, d'adaptation aux attentes des candidats, qui est quand même assez différente selon les environnements. Donc ça, c'est là où il y a des divergences, mais toujours sur ce même sujet d'attractivité et de RH. Alors, en tant qu'experte du recrutement dans différents secteurs et environnements, comme tu viens de le souligner, tu as assisté et participé à la professionnalisation de ce métier, qui est le métier du recrutement, bien souvent guidé par des attentes qui ont évolué côté candidat et qui sont de plus en plus fortes. Alors, pour attirer les profils qui matchent, quel retour d'expérience tu souhaites partager avec nous ? Alors, effectivement, comme on le disait, il y a cet enjeu de s'adapter au marché et au type de candidat, très clairement, voire d'avoir des raisonnements un peu UX. Et du coup, une des entreprises où moi, j'avais pu bien travailler sur ces sujets-là d'adaptation du recrutement au profil, c'était chez Octo Technologies, où on était dans un domaine du recrutement qui était assez spécifique, assez niche, puisque c'est à la fois une ESN, une SS2I, donc il y a un défaut d'attractivité de ce type d'entreprise sur le marché. Et puis à côté de ça, des profils et un niveau d'exigence très élevé. Donc sur des technologies type blockchain, data, donc du coup des technologies émergentes où il faut trouver des profils qui ont la compétence. Et en même temps, des attentes très fortes en termes culturels, en termes de soft skills, pour permettre à ces personnes de bien s'intégrer dans la structure. Et un des projets qu'on avait pu mettre en place, dont j'ai un bon souvenir, parce qu'on avait pu justement essayer de vraiment s'adapter complètement au type de profil, tout en gardant ce filtre culturel lié à Octo, c'était effectivement la mise en place de nouveaux formats d'entretien. On voulait faire vivre une expérience différenciée, singulière, pour le candidat, ce qui était assez spécifique pour l'entreprise, qui était singulière dans le milieu des ESN. Et on avait fait le choix, donc quand je dis on était l'équipe de recrutement et on avait travaillé avec d'autres personnes au marketing, à l'UX, pour essayer justement de mettre en place des formats différents. Alors, pour être concrète, c'était effectivement de proposer au candidat en début d'entretien 3 formats, 3 types d'entretiens différents et de lui laisser le choix. Une fois que tu as laissé ce choix-là, où le candidat va lui choisir ce qui lui semble le mieux, même si avec l'expérience, c'est pas que ça qui détermine son choix, on vivait un entretien qui était un peu différent, une expérience candidat qui était différenciante, et ça avait effectivement l'intérêt de déjà passer un message sur la culture d'entreprise, mais aussi de permettre au candidat, s'il avait d'autres process, de bien se rappeler du nôtre. Voilà, si je simplifie. Donc l'enjeu là a été vraiment de capter l'attention des candidats dans un marché, ce que tu évoques, tendu, où finalement les candidats sont peu nombreux et ont un niveau d'exigence élevé par rapport à l'entreprise. Et une liberté de choix qui était quasi pléthorique en fait. Donc pour le coup, l'idée c'était vraiment
Alors, d'attirer vraiment les profils qu'on voulait. Donc, ça, c'était quand même clé. Et puis, en même temps, c'est ça, d'être un peu différent, c'est ce que tu dis. Voilà. Et donc, du coup, dans les formats qu'on avait pu mettre en place, on avait choisi 3 formats. Donc, on proposait aux candidats au démarrage ces options. La première, c'était de se dire entretien classique. Donc, ce qu'on appelle un entretien classique, je dirais, c'est l'entretien un peu structuré où il y a un temps de parole du candidat, un temps de parole du recruteur qui pose des questions et puis un moment de présentation du poste et de l'entreprise. Classique. Oui. Et puis 2 autres formats qui étaient un peu décalés. Le premier, c'était une proposition de hiérarchisation de cartes de motivation. Donc, pour rentrer un peu plus dans les détails, en fait, il existe des cartes dans le management agile qui sont qu'on appelle des motivational cards, si je ne dis pas de bêtises, et qui, du coup, permettent au manager, donc c'est un outil de management, de donner ces cartes de motivation à son collaborateur, qui va les classer dans un ordre hiérarchique par rapport à ce qu'il a le plus, ce qu'il a le moins, ce qui lui manque, ce qu'il satisfait. Ça, c'est l'utilisation classique de ces cartes de motivation. Et en fait, on l'a un peu transformé en donnant ces cartes de motivation aux candidats et en disant, vous allez classer ce qui est le plus important pour vous au moins important. Donc, on est vraiment dans une démarche où on s'arrête à la motivation du candidat avant tout. Alors, dans ces cartes de motivation, on va retrouver le collectif, le statut, l'argent, on va retrouver l'apprentillage, on va retrouver la créativité, l'innovation, voilà. Donc différents éléments qui sont assez marquants dans le quotidien du travail qui ont de l'impact sur l'implication et l'engagement du collaborateur. Et lui a toutes ses cartes, ou elle a toutes ses cartes, et puis il va choisir et les hiérarchiser. Donc on est d'accord qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'échange autour du CV ou autre, on rentre directement dans l'entretien avec ces cartes. Alors, sachant que dans le processus de recrutement, il y avait une qualification du candidat par téléphone qui permettait d'avoir quand même un visu sur son parcours, sur son expertise et ses compétences. Mais du coup, l'entretien RH, lui, était vraiment dans cette démarche que motivationnelle. Et effectivement, on échange très peu sur le CV, même si... c'est là où, du coup, il y a une vraie valeur ajoutée du recruteur. C'est qu'en fait, quand le candidat va vous mettre apprentissage en premier, vous allez demander en tant que recruteur un exemple concret qui va étayer cette affirmation. Donc, on va quand même être dans un entretien qui va s'associer à la compétence, qui va s'associer aux exemples, dans lequel on va vraiment pouvoir valider d'autres éléments durant l'entretien. Par rapport à ce sujet, est-ce que l'idée, c'est d'aller chercher ce qui l'anime et ce qui le motive, ou de faire le lien aussi avec les expériences en disant l'apprentissage, mais comment du coup vous avez réussi à alimenter cette partie et du coup à revenir sur du concret en fait, oui, on revient sur du concret par des exemples pour prouver, pour étayer, parce que l'affirmation ne suffit pas, parce qu'un candidat, il est quand même en désirabilité sociale en entretien. Son objectif, c'est de convaincre le recruteur. Donc, il va avoir un discours toujours un peu orienté, évidemment. Donc, l'idée, c'est quand même de toujours étayer avec des exemples pour être sûr que c'est pas juste une affirmation seule. Mais là où je te rejoins, c'est que on avait un entretien manager avec des experts aussi, avec des pairs, on appelle ça des pairs, qui avaient pour objectif dans le process de valider la compétence. Donc, nous, notre rôle en tant que RH, de toute façon, c'est difficile d'évaluer la compétence en blockchain quand on n'a jamais fait. Bon, du coup, ça n'avait pas de légitimité de toute façon qu'on évalue ça. Donc, on est plutôt dans l'exemple concret par rapport à des concepts qui sont liés à la motivation, quand même, très clairement, ou au management, ou au partage. Et donc ça, c'était effectivement ce deuxième format. La deuxième option, pardon. La deuxième, pardon, parce qu'il y avait l'entretien classique. Et donc là, on laissait 20 minutes quand même au candidat pour qu'il puisse réfléchir, parce que l'exercice est un peu déconcertant au démarrage. Il y a un enjeu quand même de mettre très à l'aise le candidat pour lui dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais classement. Enfin voilà, c'est un échange par rapport à ce qu'il a envie de faire. Et pour le coup, il y a tout un enjeu derrière à dire au candidat, vous allez retrouver ça chez nous, mais pas ça. Donc, dans les éléments de la motivation, si la personne, par exemple, sur une structure comme ça, là, vous parlez du statut, vous lui disiez, tu vas pas t'y retrouver, prends-le en compte, parce que, en fait, ça ne marche pas comme ça dans cette structure-là. Donc, il y avait aussi, du coup, un échange très transparent qui permettait aussi au candidat de se dire, j'ai une authenticité du discours. Et on sait à quel point c'est important aujourd'hui que ce qu'on dit au candidat par rapport à ce qu'il va vivre soit la réalité qui est derrière. Et donc ça, c'était le deuxième format.
Et le troisième format était un peu plus décalé encore, puisque ce qu'on proposait, c'était, on l'appelait ça « Dessine-moi ton profil ». Et « Dessine-moi ton profil », c'était vraiment, on mettait un paperboard, des post-it. Alors après, c'est une entreprise qui travaillait en mode agile, hein, donc ça, les candidats étaient assez à l'aise avec le concept du post-it. Hein. Technique, on va dire. Ouais, voilà, cette façon de se présenter ou de travailler. Et on lui demandait de dessiner, de créer visuellement ce qui était le plus important pour lui quand il parle de lui, en entretien. Donc en fait, on lui disait, voilà, vous allez dessiner ce qui vous semble important à partager avec nous, recruteurs, en entretien pour ce process. Donc c'est pas écrire, hein, c'est dessiner. Alors c'était dessiner ou écrire. Donc en fait, on leur disait, on vous dit dessine, mais tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est pour le coup le format est totalement libre. Alors c'est un exercice qui est pas simple pour le recruteur. Il faut quand même être à l'aise dans le fait de ramener le candidat vers une évaluation structurée. Mais ça offrait au candidat une liberté totale. Il n'était pas obligé de le choisir. Donc s'il choisissait, c'est qu'il était très à l'aise. Je le spécifie parce qu'au final, comme on recrutait pas mal de coachs agiles et du UX designer, c'était quand même ces profils-là qui avaient tendance à le choisir, qui étaient très à l'aise avec le format. Et voilà, et là, du coup, la personne mettait les éléments qui lui semblaient importants. Donc, c'est très difficile de donner des exemples parce que pour le coup, ça n'a rien à voir. J'ai eu des dessins beaucoup. Si, quand même, il y a un truc qui ressortait pas mal, c'était l'arbre de vie. C'est assez marrant. Ils dessinent leur profil et leur parcours en format d'arbre. C'était assez. Ça s'est ressorti 2-3 fois. Et puis d'autres que des post-it, et puis d'autres des choses beaucoup plus simples. Et là, c'est effectivement beaucoup le recruteur qui va. Après une présentation du candidat de son illustration, qui va effectivement recentrer par rapport à une évaluation liée à ses motivations, à sa manière de fonctionner. Donc il y a quand même un enjeu derrière du recruteur de plus ramener à leur côté, plus en écoute avec les cartes motivationnelles. Et alors comment réagissent les candidats ? Alors, c'est assez varié. Généralement, ça a quand même son effet de surprise et de singularité où on se dit, bon, voilà, le message est passé de la culture d'entreprise qui est très différente, donc, très différente de quoi, il faut quand même spécifier, mais oui, qui est assez différente de l'entretien classique d'entreprise avec des codes très spécifique et très clair. Là, c'était quand même moins le modèle de cette entreprise. Et donc, du coup, ça marchait en termes de message sur la culture. C'était cohérent avec la Voilà, c'était cohérent avec l'entreprise. Certains trouvaient ça très amusant, étaient très à l'aise. Et puis d'autres personnes, par contre, effectivement, moi, j'ai eu 1 ou 2 échecs en entretien où les personnes n'ont pas. C'est pas qu'elles n'ont pas bien réagi, mais j'ai senti qu'elles ne souhaitaient pas tomber dans l'exercice. Mais c'était tu as senti qu'elles étaient déstabilisées ? Oui, déstabilisées, ou du moins elles attendaient dans un entretien de recrutement quelque chose de classique. Alors c'est aussi parce que au tout démarrage, moi c'est du test and learn, je proposais pas 3 formats. Au départ, les premières fois où je l'ai fait, j'ai dit je vais vous proposer ce format-là. Et finalement de ne pas laisser le choix au candidat, bon déjà c'était pas forcément idéal par rapport à l'expérience candidat. Et ensuite le candidat, lui, très habitué à un modèle d'entretien, n'avait pas, j'en ai quelques-uns qui ne souhaitaient pas sortir de ce carcan, de ces codes-là. Et donc, finalement, c'est le recruteur là qui s'adapte pas. C'était ma responsabilité de ne pas comprendre que le candidat ne voulait pas ce format-là. Et du coup, le message n'était pas passé. Enfin, on ratait l'impact, on ratait le message. Donc ça a été assez Ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, le cadre est quand même rassurant. Oui, exactement. On peut critiquer, remettre en question les entretiens classiques, mais finalement, ça rassure aussi des personnes qui sont en situation d'entretien, se dire qu'il y a un format qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent. C'est ça. Clairement, et puis pour le coup, les enjeux de créativité, là, c'était dans le cas d'un profil qui était architecte, moi je m'en rappelle, ça n'a rien marqué. Donc des personnes, je l'associe à de la structure, à un côté quand même assez cartésien et organisé, pas toujours, mais souvent. Et effectivement, la personne ne souhaitait pas dessiner ou faire quelque chose de créatif, elle avait envie de quelque chose de structuré. Donc très clairement, oui. Et donc du coup, j'avais proposé un dessine-moi ton profil, qui est quand même un exercice assez difficile. Et quand je lui ai laissé quelques minutes pour faire le dessin, je suis revenue, il m'avait juste écrit « Je suis un architecte ». Juste cette phrase. Et donc là, je me suis dit, OK, j'ai raté mon effet. Il ne m'a pas dit non, il l'a fait, mais il ne voulait pas le faire. Donc du coup, on est repassé en entretien classique, et puis voilà, on s'adapte, etc. Mais l'expérience candidat n'était pas réussie pour le coup. Donc voilà, il faut vraiment du coup se dire, dans ce type de format-là, en tout cas moi, ce que je retiens, c'est être très à l'écoute du candidat, puisque l'objectif, c'est de lui apporter de l'agilité. Si en fait, soi-même, on n'est pas agile, on rate l'objectif. Qu'est-ce que cette méthode et cette technique a apporté dans le process de recrutement avec le recul ? Parce que tu évoques, c'est qu'il y a eu des réajustements, vous avez revu. Au départ,
voilà, vous étiez plus dans la proposition du format. Ensuite, vous avez proposé les 3 options plutôt que d'en imposer un. Avec le recul, qu'est-ce que ça apporte d'avoir des méthodes de recrutement différenciantes? Alors moi, je trouve ça assez challengeant pour le recruteur, donc assez intéressant parce qu'après des années, je n'apprends pas de recrutement, tu connais bien la méthode pour évaluer un candidat et quelque part sortir un peu du carcan et se poser la question de savoir ce que je peux évaluer différemment, apporter une autre valeur ajoutée en tant que recruteur, c'est quand même des questions qu'on finit par se poser dans la pratique du métier. Il y avait ce côté-là qui était assez... Là, je parle du coup côté recruteur, hein, c'est assez challengeant. Mais surtout, il y avait cet enjeu qui est pour moi le principal de dire, voilà, vous allez rejoindre une entreprise où on va demander d'être créatif, on va demander d'être force de proposition, pas rentrer dans un carré et pas bouger. Donc, il faut que la personne vive aussi, si elle arrive à le vivre en entretien de recrutement, quelque part, on réussit aussi le process parce qu'on lui permet d'avoir une idée de ce qu'il va vivre ou elle va vivre après, avant qu'il rejoigne. Et donc, on l'éclaire sur son choix. Parce qu'au final, l'idée, ce n'est pas de recruter pour recruter. C'est de recruter quelqu'un qui va s'épanouir et qui va satisfaire l'entreprise. C'est dans les deux sens. Donc là, on était bien dans cette démarche-là. Et c'est là où ça a plutôt marché. Et après, dans un marché, pardon, c'est d'être aussi un peu différenciant dans un marché ultra concurrentiel. Donc après, c'est pas innover pour innover, parce que ça n'a pas trop de sens. Il y a des entreprises où on ne peut pas l'appliquer. Mais voilà, dans cette structure-là, ça fonctionnait, c'était adapté. Oui, ce que tu es en train d'évoquer un point qui est important, c'est que l'innovation, pour être différent, ça n'a pas de sens si à côté, ça est en cohérence avec l'environnement que la personne va rejoindre. Donc, il faut que la méthodologie, si toutefois elle est différente, elle puisse être en cohérence avec la culture d'entreprise ou le métier. C'est ça. Alors, est-ce que, d'après toi, c'est applicable à tout type de poste et justement tout type de secteur d'activité? Tu as répondu en partie. Ouais, j'ai répondu en partie. Finalement, non. Et pour autant, au départ, je me disais aussi, c'est possible d'adapter différemment. Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire quand il y a une certaine maturité quand même du recrutement, dans le sens où... c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est challengeant pour le recruteur. Ça l'oblige quand même à bien vérifier qu'il fait une évaluation de qualité. C'est pas juste un échange. Voilà, je sens que, j'ai l'intuition que. Voilà, le recrutement, c'est quand même une méthode assez carrée finalement. Et c'est là où il y a déjà un enjeu de se dire est-ce que mes équipes seront assez à l'aise. Voilà, il faut pas le forcer, il faut pas l'imposer non plus au recruteur. Et après, effectivement, est-ce que c'est représentatif de la culture de l'entreprise? Quand j'ai rejoint, par exemple, la RATP, qui est un très grand groupe, est-ce que ça correspond à la culture de l'entreprise? Est-ce que finalement la méthode agile est appliquée dans les projets, par exemple? Ça peut être une des premières questions qu'on va se poser. Voilà, est-ce que ça colle? Et c'est pas forcément le cas, c'est pas impossible. Il y a des directions oui, il y a des directions un peu moins. Et donc il faut quand même voilà, se poser la question de la pertinence de ce type de format selon la culture. En revanche, se poser la question de est-ce qu'on peut changer le format, essayer d'apporter quelque chose de différenciant, ça reste une question, je pense qu'on peut se poser dans toutes les directions de recrutement de toutes les structures. C'est toujours intéressant de se questionner. Et tu as évoqué l'expérience candidat. Alors, pour l'expérience candidat, il faut aussi, comme on le disait, qu'elle soit, dans ma perception, encore une fois, collée à la culture de l'entreprise. Donc, si on commence à se dire qu'on va faire vivre quelque chose de très innovant, alors que finalement, l'entreprise va pas forcément être dans cette démarche-là, ça reste très limité. Ça reste limitant et limité comme impact. Pour autant... T'es dans des postures très différentes selon les entreprises, parce que quand j'étais dans des structures internationales, les questionnements vont pas être les mêmes que quand tu vas avoir des candidats qui veulent rejoindre le groupe RATP ou Octo, qui est une structure plus petite, enfin, même si elle appartient à un grand groupe. Donc, on est dans des questionnements qui sont quand même très associés pour le candidat à pourquoi il vient en entretien, pourquoi il est intéressé par l'entreprise. Et donc, comment je lui montre la culture de l'entreprise, évidemment, dans ses forces et dans ses atouts, mais aussi dans les éléments qui pourraient être des pain points, des points de friction et qui vont le faire partir, parce qu'il y a un enjeu de rétention derrière. Et au regard de ton expérience dans différents secteurs d'activité et aussi en conseil, où tu as quand même... c'est vrai que l'avantage du cabinet de recrutement, c'est qu'on rencontre quand même un certain nombre d'environnements et de cultures d'entreprise. Pour toi, les process de recrutement étaient souvent représentatifs de la culture d'entreprise? C'est intéressant comme question parce que je n'ai pas l'impression que ce soit toujours le cas. Et je ne suis pas sûre que dans toutes les entreprises, il y ait la conscience que chaque entretien est pertinent s'il évalue des points différents. Il peut y avoir des répétitions pour vérifier certains points qui sont clés et piliers pour l'employeur. Voilà, il y a des enjeux qui restent très marqués. Mais
Est-ce qu'un recruteur doit apporter, doit voilà, challenger sur la compétence quelqu'un qui fait de la technique ou même quelqu'un qui fait des RH alors qu'il va avoir un entretien avec un opérationnel qui est un expert? J'en suis pas sûre. Donc il y a quand même un enjeu de maturation encore sur le marché, le process recrutement, il passe énormément de messages sur la culture de l'entreprise. Et se poser la question après aussi, comme on le disait, de toujours centrer autour du candidat, c'est-à-dire le candidat, il peut accepter combien d'entretiens. Il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un junior qui me disait, un alternante qui a rejoint mon équipe en plus, et qui me disait, bon, j'ai eu 3 entretiens, j'ai failli me désister. Hein. Ah oui. C'est trop. Donc, c'est quand même un sujet qui est intéressant de se dire comment j'arrive à consolider, à sécuriser mon recrutement, mes évaluations dans mon process et comment je satisfais, enfin, en tout cas, je crée pas d'agacement du candidat. Et en même temps, si ton entreprise, elle a un peu d'inertie, elle est grande, elle a besoin il faut accepter de prendre le temps et d'être patient quand on fait des projets. Est-ce qu'on veut recruter des personnes qui ne peuvent pas faire 3 entretiens? Oui. Donc, et pour autant, la personne en question est enfin, ça se passe très bien. Hein. Donc, c'est vraiment des sujets où on se dit comment je fais pour détecter le potentiel et vérifier que la personne va être adaptée, tout en sécurisée et en même temps rester très agile. Et ça, du coup, oui, je te rejoins, c'est très significatif de la culture de l'entreprise. Oui, donc du coup, il y a encore une fois un lien. Ouais. Et là, c'est quelque chose de conscient, tu penses, dans les directions des ressources humaines et recrutement, ou c'est fait de manière très intuitive? C'est assez intuitif, et puis il y a une vision assez classique du l'entretien RH, entretien manager, potentiellement entretien du plus 2, qui est quand même ce que tout le monde s'imagine dans un process de recrutement. Le 3, c'est quand même le chiffre du recrutement, souvent, de nombre d'entretiens. Et pour autant, tu as certaines personnes qui te disent que c'est trop. Et d'autres personnes qui te disent que c'est pas assez. Donc bon, il y a quand même derrière tout un enjeu parce que tu peux pas personnaliser tous les process si tu veux avoir une équité, une égalité de l'évaluation. Donc c'est quand même des sujets qui sont pas toujours appréhendés, identifiés, mais à fort enjeu pour l'expérience candidat et pour engager le candidat dans le process. Et l'utilisation des outils d'assessment, de diagnostic, des modes de fonctionnement. Aujourd'hui, où en est le marché? C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est des sujets, moi j'ai constaté très différents selon les entreprises où j'ai été. Tu vas avoir des entreprises où tout se joue sur la méthode de recrutement et l'être humain et la personne qui évalue. Donc le questionnement. Donc le questionnement de comment je fais des entretiens structurés, comment je suis sûr que je suis pas biaisé dans mon évaluation, quel test. Alors il y avait quand même, j'ai toujours eu quand même des mises en situation, mises en pratique avec les opérationnels, mais pas toujours de questionnaire de personnalité. Pour autant, le candidat, si on le débriefe sur un questionnaire de personnalité, on lui apporte un conseil. D'ailleurs, la pratique qu'on avait chez Lincoln, mais qui du coup était hyper intéressante parce que le candidat, au-delà de l'évaluation, on lui faisait un retour qui lui permettait de lui aussi prendre du recul, de savoir un petit peu les points qui étaient importants pour lui, et la connaissance de soi, elle est essentielle pour essayer de trouver le bon poste, en tout cas celui où on va s'épanouir et être un talent. Donc il y a un enjeu autour de l'assessment en recrutement, je te rejoins, qui est assez fort, mais qui n'est pas toujours adapté ou réfléchi par les entreprises. Et tu vois, dans le groupe RATP, il y a énormément d'outils d'évaluation. Et tu as un enjeu aussi, j'en parlais avec des structures dans les transports françaises, que je ne citerai pas, mais je pense facile à imaginer quand on parle de la RATP, mais dans lesquelles on se questionnait ensemble dans les communautés de pratique sur est-ce que les outils sont toujours adaptés, comment on se questionne pour savoir s'ils sont pertinents dans l'évaluation. Et ça, c'est des questions qui sont complexes parce qu'il y a quand même une technique, une méthodologie dans les assessments qui sont... Voilà, là, on est dans l'expertise, qui ne sont pas toujours simples à appréhender quand on est RH ou recruteur. Et il y a des enjeux autour de ça parce que ça a un impact sur, comme tu le dis, l'expérience candidat. Si tu fais trop de questionnaires, trop de tests, c'est quand même... ça questionne le candidat. Oui. Voilà. On reste, j'imagine, sur les ruptures de période d'essai, de part et d'autre, essentiellement sur des éléments de mode de fonctionnement et de culture d'entreprise. Oui, voilà, c'est rarement des éléments techniques. Donc, le sujet reste là. Reste là. Et puis, pour le coup, si on apporte, si on fait des feedbacks au candidat, si on rapporte de la valeur, lui peut bien le vivre. D'où encore l'enjeu du recruteur qui a une démarche conseil pour ses clients en interne et pour aussi les candidats. C'est pas dans un seul sens. Dans un seul sens. Oui, on va revenir sur ce côté, cette posture finalement dans le recrutement, ce que les candidats attendent. On
On va revenir sur ce point. Tu parlais d'outils, je l'ai précisé en introduction. Ce podcast est possible grâce au soutien de Cegid, qui est spécialiste des solutions cloud pour la gestion des ressources humaines. Je te propose donc d'ouvrir le micro à Nathalie Rollet, qui est experte du sujet chez Cegid et qui a une question pour toi, Géraldine. Bonjour, Nathalie Rollet, je travaille chez Cegid au sein de la Business Division Enterprise pour notre solution Cegid HR et j'avais une question à vous poser. On parle de plus en plus de l'importance du duo technologie-humain et je voulais savoir, selon vous, quels sont les ingrédients qui font qu'un SIRH peut améliorer le processus de recrutement, que ce soit côté recruteur ou encore candidat. C'est une question effectivement à fort enjeu, je confirme. Il y a vraiment un besoin, une dépendance dans ma perception des RH et du recruteur. Une dépendance à la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a les enjeux, ce que j'appelle moi RECOPS. Alors, j'ai toujours un doute sur le fait que ça s'appelle RECOPS, mais c'est cette idée d'automatisation dans le recrutement. Elle ne peut passer, elle est absolument nécessaire parce qu'aujourd'hui, un candidat est comme nous, il n'a pas le temps en fait. On fait que courir aujourd'hui. Bon, je caricature un peu, mais on a tous beaucoup de choses à faire. Donc, il faut simplifier la vie du candidat dans sa recherche d'emploi. Et à côté de ça, le recruteur, lui, il va avoir besoin de gagner du temps s'il veut pouvoir justement se positionner sur des actions à forte valeur ajoutée, comme le conseil. Et là, du coup, c'est la technologie qui va tout faire. Donc, effectivement, il y a des enjeux autour des SIRH, pour moi, qui sont assez forts parce que on a vraiment besoin, côté recrutement, d'avoir des sites carrières où le parcours du candidat s'inspire des pratiques de l'e-commerce, c'est-à-dire le moins de clics possible, le plus fluide possible, et en même temps un enjeu de faire vivre aussi un peu l'entreprise et la culture d'entreprise dans ce parcours candidat quand il postule. Il y a l'enjeu de vivier, de pouvoir justement essayer d'avoir des viviers de candidats de base de données en fait, qui permettent de recontacter des candidats et leur proposer des opportunités si on les a évalués il y a quelque temps, dans les 2 ans évidemment. Il y a des enjeux autour de choses toutes simples comme la prise de rendez-vous, où en fait, si on pouvait faire comme d'autres sites de prise de rendez-vous, je me permets de citer, mais Doctolib ou autres, mais voilà, qui permettent de simplifier l'expérience candidat, mais aussi celle du recruteur, parce qu'il faut quand même qu'il trouve des créneaux dans son agenda. Voilà, c'est des petites choses, mais qui en fait ont énormément d'impact dans ce parcours de candidat dont on parle, qui est quand même clé, qui est l'expérience que vit le candidat en tant que futur collaborateur. Et plus ça va être sans couture, et plus on peut se concentrer sur les sujets vraiment de est-ce que cette personne va s'épanouir et est-ce que l'employeur va pouvoir travailler dans les meilleures conditions avec ce collaborateur-là. Et donc, c'est là où la technologie est absolument essentielle, et c'est là où les SIRH sont absolument essentiels. Et c'est vrai que, alors c'est peut-être une perception, personnelle, mais le SIRH a tellement d'autres sujets à traiter comme la paye, et c'est central par exemple, ou la gestion administrative du collaborateur, et c'est central, ça ne peut pas fonctionner si ça ne marche pas, que le recrutement a souvent été un sujet un peu moins développé par les éditeurs, et là ça y est, je trouve que le marché évolue quand même très très bien dans le bon sens sur ça. Donc il y a plein de choses à faire sur l'automatisation du recrutement par la technologie, c'est clé. Donc pour toi, l'expérience candidat et l'expérience recruteur peut être facilitée par ces outils. Ça va des sujets les plus pragmatiques, comme tu l'évoquais, prise de rendez-vous, à les choses plus complexes. Comme les viviers, alors, on peut même avoir ces grands débats sur l'intelligence artificielle, où on peut essayer, pareil, alors, moi, j'ai quelques réserves sur l'IA dans la sélection des CV, mais par contre, un des sujets que je trouve hyper intéressant, c'est comment je peux essayer de proposer à un candidat, s'il l'accepte, des postes qui sont là où il a le moins de trajets, ou des postes qui sont liés à des activités qu'il a. Et ça, c'est vrai que le parsing, la lecture du CV, l'IA, ça a quand même un impact pour pouvoir essayer de faire des recommandations de postes comme peut le faire des applications de musique pour vous proposer des playlists. Donc voilà, il y a un enjeu autour de ça qui est très fort. C'est dans ma perception encore en construction. Mais ça avance très très bien, donc c'est effectivement c'est même pas peu, la technologie doit être intégrée le plus possible dans les sujets de recrutement, clairement. Alors, je rebondis sur un élément que tu as évoqué qui est la réserve que tu peux avoir par rapport à l'IA. C'est vrai qu'il y a quelques études qui ont été faites qui ont montré que l'IA peut être moins discriminante dans la sélection des profils. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ton sujet de réserve ?
Alors, bon, c'est un sujet qu'on connaît bien parce que auquel on est toutes les deux assez sensibles. Je pense que les sujets de discrimination et de biais, ils sont quand même vraiment importants. C'est des sujets éthiques, hein. On peut pas le mettre de côté dans l'entreprise, dans le recrutement. Et du coup, moi, pour l'instant, les échos que j'ai de l'IA, c'est plutôt que justement, c'est très difficile de contrebalancer son apprentissage automatique. Parce que, alors, je suis pas de technique, mais ce que je comprends du machine learning, c'est qu'il apprend de l'existant. Et il y avait eu justement une situation d'une très très grande boîte de la tech américaine qui avait mis en place le matching par rapport aux profils qui sont performants et à succès en interne. Analyse des profils et puis du coup application pour essayer de recruter des profils du même type. Au-delà du questionnement qu'on peut avoir sur la pensée unique dans une entreprise, au-delà de ça, une thématique déontologique. Voilà, déontologique, parce qu'on sait que la diversité apporte quand même beaucoup de créativité et de valeur ajoutée, c'est démontré. Au-delà de ça, ça a provoqué un biais dans la machine parce qu'elle a pris tous les profils qui étaient performants. Et évidemment, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, la machine apprenant sans morale et sans éthique, elle dit bêtement, mais de toute façon, de manière très pragmatique, je ne sélectionne pas les femmes. D'accord. Puisque mes profils à succès dans l'entreprise. Voilà. Et donc, cette entreprise a essayé. Alors, il y a des techniques, si je comprends bien, pour contrebalancer, mettre des contrepoids. Bon, c'était il y a longtemps, donc ça a dû évoluer, mais pour essayer justement d'avoir. Par exemple, ne pas prendre ce critère-là en compte. Et finalement, ça n'a pas donné ce qu'ils voulaient que ça donne et ils ont arrêté quand même. Alors, peut-être qu'ils ont repris depuis, je ne sais pas, donc je parle avec beaucoup de réserves sur ça. Je n'ai pas suivi après s'ils l'avaient refait. Mais voilà, ces réserves-là, moi, j'ai pas vu dans les personnes avec qui j'ai échangé dans l'IA de personnes qui me disaient « Non, t'inquiète, ça n'aura pas lieu. » Voilà, j'ai pas encore été convaincue. Il y a un vrai sujet. Ouais. Dans ce que tu dis, c'est de sortir du cadre, parce que le recrutement, c'est aussi parfois prendre des risques. Et se dire que finalement, c'est peut-être pas sur papier le profil type ou le profil qu'on aurait recruté, mais il y a quelque chose qui se passe, une rencontre, et on se dit que l'envie et la motivation, elle est plus forte que la compétence acquise. Oui, c'est ça. Et même, on se dit, le recrutement idéal serait celui sans CV, celui où on met en place des questions, des questionnaires qui permettent à partir de là de se dire tiens, ce profil n'a peut-être pas les compétences mais il a le potentiel. Bon, sauf que techniquement c'est assez difficile à déployer, à mettre en place. Peut-être qu'on y arrivera justement avec l'IA. Ça pourrait être un outil très utile. Mais effectivement sur CV, il y a quand même un risque éthique de ne pas sélectionner des profils qui seraient parfaits, mais qui juste sont pas dans les codes, comme tu dis. Donc, c'est assez mais c'est un super enjeu, donc il y a plein de choses à mettre en place. Passionnant, parce qu'on sent qu'on est vraiment au début. Alors, on parlait du recrutement et des candidats. Comment tu perçois le marché du recrutement en termes d'attente côté candidat? Parce qu'on parle des nouvelles générations, du marché du travail qui évolue. Toi, tu es au cœur du sujet, puisque rappelle-nous peut-être le nombre de recrutements qu'aujourd'hui RATP Group fait par... Là, on a sur la RATP 5500 recrutements à faire cette année. On a eu aussi 2 très très grandes années historiques avec les JO sur les 2 dernières années. Donc effectivement, les enjeux de recrutement sont très forts. Et c'est aussi des challenges très intéressants parce que pour le coup, au-delà du recrutement de profils cadres, qui est un marché particulier, on a aussi des recrutements de profils qui sont ce qu'on appelle à l'exploitation, donc des personnes qui vont être dans la conduite de bus, des personnes qui vont être dans le contrôle ou dans la sûreté. Et ça permet aussi d'appréhender des constellations d'attentes qui ne sont pas toujours les mêmes parce que des problématiques et des besoins qui ne sont pas les mêmes. Et finalement, ça pourrait conduire à se dire ça serait super d'avoir une expérience personnalisée, singulière pour chaque collaborateur, comme d'ailleurs on le vit de plus en plus. Toutes nos consommations en tant que dans le B2C, on voit qu'ils sont très avancés sur ça. Mais il y a une complexité de mise en place qui est liée aussi au fait qu'il faut changer les process, qu'il faut aussi faire évoluer. Alors, l'entreprise est quand même très adaptée sur ça. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas. Mais il y a des enjeux d'amélioration, j'imagine, dans toutes les structures du même type, qui sont quand même assez spécifiques à se dire comment je touche mes candidats en fonction de leurs besoins, donc cette vision UX. Finalement, je me rends compte que les cadres aujourd'hui, le marché est un peu plus prudent quand même en ce moment, alors qu'on reste quand même aujourd'hui sur une pénurie de profils qui sont sur des fonctions opérationnelles, qui est quand même assez forte, et où il y a vraiment
tout à créer, enfin tout à réfléchir, tout à transformer. Je ne devrais pas dire créer parce qu'il y a plein de choses déjà, mais tout à transformer. Les potentiels sont assez élevés. Je pense au comment on adapte les parcours candidats, comment on adapte les tests justement pour des personnes qui en fait vont avoir plein d'opportunités. Donc il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit la volatilité est importante, mais elle est surtout, la recherche est très courte, le temps de friction de recherche est pas très élevé. Ce que tu es en train de dire, Géraldine, c'est que les besoins sont différents en fonction des profils recherchés et qu'il faudrait limite adapter le process de recrutement à chaque typologie de profil. Idéalement. En fonction du niveau pénurique ou autre. C'est ça. Idéalement, oui. Idéalement, il faudrait être capable de dire ce type de profil-là va avoir besoin de vivre cette expérience-là. Et c'est pas que des questions de niveau, parce que c'est aussi des questions de seniorité. Tu évoquais les juniors. Bon, voilà, tu peux avoir des profils juniors qui te disent, moi, je veux un process très, très court, en fait, vu que ça aille vite. Et c'est ça qui fait la différence. Et puis, j'ai des profils, personnellement, je m'y retrouve d'ailleurs, plus seniors, qui vont dire, non, moi, je veux rencontrer du monde, parce que je veux vérifier que la culture de l'entreprise correspond, parce que l'expérience démontre à quel point c'est essentiel dans l'épanouissement du travail, dans le travail. Et donc, les personnes vont dire, je peux voir l'équipe. Voilà. Et donc, quelque part, ils demandent un process sur mesure. Et là, on rajoute la couche de l'équité. Comment on fait de l'équité d'évaluation avec des process différents? Bon, voilà, les challenges sont nombreux, quoi. Donc, il y a plein de choses encore à faire sur ce parcours candidat et sur ces personnalisations des attentes. Oui, donc, tu évoques la personnalisation et l'individualisation. Alors, quels sont pour toi les éléments clés et les enjeux pour les directions de recrutement pour justement optimiser ce taux de conversion ? Alors déjà, l'enjeu de marque employeur qui est promesse faite à l'extérieur, qui correspond à la réalité, accepter l'idée que rien n'est parfait, donc il faut être authentique et c'est OK en fait. On est tous des adultes, on sait que voilà, les entreprises ont des forces et des points à développer. Ça, je pense que c'est la clé. Ensuite, effectivement, essayer d'avoir un parcours candidat qui est assez proche des attentes des personnes qu'on veut recruter, de ce qu'on appelle nos cibles. Le terme n'est pas très joli, mais voilà, qui sont des personnes qu'on a envie de voir rejoindre, des talents qu'on a envie de voir rejoindre l'entreprise. Et puis après, se dire aussi, moi, en tant qu'employeur, qu'est-ce que je veux vérifier? Et arriver à faire converger tous ces points, c'est aujourd'hui effectivement le plus gros enjeu d'une direction recrutement pour à la fois être dans la quantité mais surtout la qualité de l'expérience et du coup du recrutement et donc de la réussite de la personne. Voilà. Merci Géraldine. Merci à toi, c'était un plaisir. Nous arrivons à la fin du podcast. C'est passé très vite. Donc le recrutement est... On pourra en parler. Voilà, c'est un sujet passionnant, c'est toujours le cas. On a l'habitude de terminer par un conseil ou une recommandation que tu pourrais partager avec les personnes qui nous écoutent et qui font partie de la population RH. Ce serait lequel ? Moi, je pense qu'il y a un enjeu aujourd'hui du RH pas de se faire plaisir, mais de se dire, moi, en tant que RH, quelle expérience je veux faire vivre à un candidat si j'étais à sa place, hein, et moi, en tant que RH, qu'est-ce que j'attends aussi de cette rencontre? Et puis, à partir de là, et en prenant en compte les autres problématiques du marché, les événements, les conditions exogènes, pouvoir réfléchir à des expériences collaborateurs et candidats. Mais oui, aussi se dire, on peut faire des choses assez incroyables et apporter du plaisir aussi aux candidats et aux RH en personnalisant, en réfléchissant, en innovant. Voilà, l'expérience peut être ludique pour tout le monde. Merci encore une fois Géraldine. Mais merci à toi, c'était un plaisir. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre Topo RH et merci à Cégide de soutenir la production de ce podcast. Si cet épisode vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note, un commentaire ou même à le partager. Pour suivre les actualités Cégide liées aux thématiques RH, vous retrouverez tous les liens dans le descriptif de cet épisode. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Topo RH. À bientôt.